Hier bulgare, cela se confirme, Sofia annonce l'arrestation d'un trafiquant turc mêlé à l'attentat contre le pape. Reconduction aux frontières et refoulement d'Algériens qui veulent s'installer en France, inquiétude à Alger. Notre reportage ce soir. Les problèmes de l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois, la direction veut mettre la CGT devant ses responsabilités. Enfin, le retour des cosmonautes soviétiques sur Terre dans quelques heures. Ils ont passé 212 jours dans l'espace, record battu bien sûr. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jour après jour, l'enquête sur l'attentat contre le pape en mai 81 prend d'étonnantes proportions. Voilà maintenant que les Bulgares eux-mêmes, ce qui est extrêmement rare, annoncent qu'un trafiquant d'armes et de drogue turc, Beşir Çelenk, accusé d'avoir inspiré et payé l'auteur de l'attentat, a été arrêté à Sofia. Vous savez que le vice-président de la compagnie aérienne bulgare à Rome est toujours en prison. Il a été à nouveau interrogé hier. Les Bulgares ont considéré que cela faisait partie de la croisade orchestrée par la CIA contre la communauté socialiste. L'enquête à Rome de Victor Vraman. Mais qui est donc Beşir Çelenk? C'est un milliardaire qui s'est enrichi en vendant des armes et de la drogue. Après le coup d'État militaire d'il y a 2 ans en Turquie, Beşir Çelenk a dû prendre la fuite. Où est-il allé? En Bulgarie. Mais la Bulgarie, qui est le seul pays de l'Est à n'avoir jamais posé de problème à l'Union soviétique, n'a pas la réputation d'être une terre d'asile. Si Beşir Çelenk s'était réfugié en Suisse, oui, effectivement. Or, il y a des années déjà que Beşir Çelenk a un pied-à-terre à Sofia, la capitale de la Bulgarie. C'est à Sofia, à l'hôtel Vishota, que Beşir Çelenk a proposé à Ali Hakka 3 millions de marks pour tirer sur le pape. C'est là aussi qu'il a fait connaître à Ali Hakka les 3 fonctionnaires bulgares, Antonov, Ayvazov et Koliev. Mais les tribulations des Bulgares en Italie ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi l'affaire Scricciolo. Scricciolo est un syndicaliste qui a été arrêté il y a 1 an pour espionnage en faveur de la Bulgarie. Il a tout confessé. Par exemple, au moment de l'enlèvement du général américain James Dodzer, et par l'intermédiaire de Scricciolo, les Bulgares ont proposé des armes et de l'argent aux Brigades Rouges en échange d'informations sur l'OTAN qu'aurait pu fournir éventuellement le général américain prisonnier des terroristes. Scricciolo, qui était un grand ami de Lech Walesa, donnait aussi des informations sur le syndicat Solidarité aux Bulgares, qui transmettait à qui de droit. Décidément, les Italiens auraient de quoi être choqués par cette activité envahissante des Bulgares sur leur territoire. Et il est question, pour très prochainement, d'une rupture officielle des relations diplomatiques avec la Bulgarie. Deuxième titre de ce journal, un dossier qui va, nous le savons bien, susciter une large controverse. Il s'agit de notre enquête après les protestations d'Alger à propos des refoulements d'Algériens aux frontières françaises. Protestations qui pour l'instant ne sont pas officielles, mais qui ont été reprises par l'amicale des Algériens en Europe à quelques jours d'un voyage du président algérien Chadli en France. Ces Algériens font état d'un chiffre de 16 000 personnes refoulées depuis le début de l'année. Et sans compter près d'1 millier de reconductions aux frontières. Il s'agit, dans ce dernier cas, d'Algériens arrivés avec un simple visa de tourisme valable pour 3 mois, mais qui, dépassant ce délai, tombent bien sûr sous le coup de la loi. Au terme d'une longue enquête, Martine Gilson et Patrice Destrade ont pu filmer à Marseille, c'est souvent là que ça se passe, le cas que vous allez maintenant découvrir sans commentaire. Départ à destination d'Alger par Air France 2003-61, embarquement immédiat numéro 30. Vous reviendrez en France un jour? Ça dépend. Peut-être non. Ça m'est arrivé un choc comme ça, je reviens jamais. Je reviens plus. Parce que j'ai jamais rentré en prison de ma vie, c'est la première fois. Je ne viendrai plus ici. La police. حلبة بوليس. Un contrôle de police. Il n'a rien de spécial. Contrôle. يا أخويا حلبة. La police. حلبة بوليس.
Travailler. Touriste, hein? Pas de problème. Touriste. Tenez, monsieur. Vous avez le passeport, monsieur? Oui. C'est le passeport que je voudrais. Le billet de retour, vous avez un? Oui. Vous avez un? Où il est? Allez, hop. Elle a habillé, vous, monsieur. Vous, monsieur? Ça fait 15 jours. Votre dernière entrée est où? Hein? Je suis rentré en Italie, par l'Italie. Vous nous accompagnez. Alors, il n'y a pas de visa d'entrée? Non. Vous prenez vos affaires, vous nous accompagnez. Soignez-vous. Allez, monsieur, vous vous habillez, s'il vous plaît, pour le suivre. Bon, allez, on va aller prendre. Bon, allez, on y va. On va aller prendre sur votre... Bon, allez, monsieur, on y va. Prenez vos affaires, venez. Je ne sais pas si vous avez prévu un départ pour le 10 novembre. Notre billet, il passe aussi. De l'Algérie. Ça c'est moi. Moi j'ai pas envie de retourner en Algérie parce que je travaille en Libye. J'ai la carte de résidence. Mais j'ai opté des sous ici. Le voyage. Ouais. C'est pour lui. Non, je sais, c'est pour l'Algérie, mais moi j'ai pas envie de retourner en Algérie parce que je travaille en Libye. J'ai la carte de résidence. J'ai porté des sous ici. Oui. Messieurs, s'il vous plaît. Mohamed, 50 ans, est d'accord pour partir. Il prendra le premier bateau, direction Tunis. Abdelkrim et son copain, eux, ne veulent pas faire le chemin du retour. Direction la prison des Baumettes, pour 12 jours. J'ai jamais rentré en prison de ma vie. C'est la première fois de ma vie que je regarde qu'est-ce que c'est une prison, qu'est-ce que c'est un tribunal. J'ai jamais été dans cet endroit. Je vais rentrer comme ça, comme un bredouille, c'est pas bien. C'est pas correct. C'est honte devant les gens, devant mes voisins, c'est honte. Moi, il me donne 24 heures, je vais récupérer mon argent, je vais prendre mon bagage et je rentre chez moi, la tête en haut. Voilà, Martine Gilson, je crois que ce sujet mérite une explication. On l'a bien vu à la fin de ce reportage. Force reste à la loi, mais quelle loi ? Mais vous savez, fin 81, le gouvernement français avait décidé d'une vaste opération de régularisation des travailleurs immigrés clandestins. Et à l'époque, on chiffrait leur nombre à environ 300 000. Pour être régularisé, il fallait être arrivé en France avant le 1er janvier 81 et puis surtout justifier d'un certificat de travail fourni essentiellement bien sûr par un employeur. Le 31 octobre dernier, cette opération
la plus vaste de ce genre jamais entreprise en France. Eh bien, cette opération prend fin. 150 000 travailleurs immigrés clandestins ont enfin des papiers en règle, mais 16 000 n'ont pu les obtenir. Alors ceux-là, d'après la loi, s'ils sont interpellés, eh bien, ils doivent être reconduits aux frontières. Et même chose pour tous ceux qui, chaque jour, franchissent nos frontières dans la clandestinité. Alors, Abdelkrim Soufi, que nous venons de voir, eh bien, il était de ceux-là. Et indiscutablement, il tombe sous le coup de la loi. Et indiscutablement aussi, les policiers qui appliquent cette loi ne font que leur travail. Il reste que, après les images que nous venons de voir, une loi, la loi, ne prend pas toujours en compte les drames humains. L'affaire dite des généraux, des dispositions anti-fuite vont être adoptées, vient de faire savoir le ministre de la Défense, Charles Hernu, qui était aujourd'hui à Marmande et qui a bien précisé que la fuite ne pouvait pas venir de son cabinet. Les travaux de l'Assemblée nationale, cet après-midi le remboursement de l'IVG, c'est un peu, si vous voulez, la seconde bataille de l'avortement. Mais cette fois-ci, l'hémicycle était bien vide. Compte rendu de séance, Daniel Brem, Jean-Louis Le Sen. De lundi à vendredi, Yvette Roudy estimera sans doute avoir beaucoup fait progresser les droits de la femme. Après l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, c'était cet après-midi le remboursement de l'interruption volontaire de grossesse dans une ambiance terne de fin de semaine et le rapporteur était une femme. En tant que femme, en tant que médecin et mère de 6 enfants, je vous affirme qu'aucune femme dans l'obligation d'interrompre sa grossesse le fait de gaieté de cœur, à la légère, sans réfléchir. Oui, le remboursement est un acte de justice sociale. Non, il ne banalisera pas l'interruption volontaire de grossesse. Beaucoup moins de monde dans l'hémicycle que dans les tribunes où l'élément féminin dominait pour entendre M. Foyer, adversaire de toujours de l'IVG, poser la question préalable et la retirer soudain après avoir profité de l'opération pour parler 20 minutes. La République respecte toutes les croyances. Dans la circonstance, vous ne les respectez point, vous violez les consciences. Hier, le gouvernement disait aux assemblées que personne ne serait tenu ni de pratiquer ni de subir un avortement. Aujourd'hui, le gouvernement voudrait que tout le monde participe financièrement à ces actes. Les orateurs du RPR ont beau avoir employé un langage différent, condamnant le remboursement de l'avortement, mais pas la loi Veil, c'est à M. Foyer que le ministre des Droits de la Femme a directement répondu, mais avec beaucoup de modération. La sécurité sociale pour les femmes, c'est la garantie de l'anonymat. Et la feuille de sécurité sociale que l'on signe, c'est pour elles la levée d'une certaine forme de réprobation sociale qui pèse encore trop souvent sur un acte que les êtres humains adultes que les femmes sont devenus, n'en déplaise à certains, un acte qu'elles n'accomplissent jamais de gaieté de cœur, faut-il encore le rappeler. Dès lors, les communistes ont prôné l'égalité devant l'argent, la justice sociale, l'UDF a déploré qu'on fasse payer par l'État un acte de mort, le RPR a condamné l'avortement, acte médical comme les autres, mais en fin de compte, le texte sera voté comme le prévoyait le gouvernement et sa majorité. Il vient d'être d'ailleurs voté à l'instant. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Mermaz, n'était pas là. Il vient d'entamer une visite aux Antilles. Autre déplacement d'un haut responsable dans les départements d'outre-mer, la visite de Pierre Mauroy à La Réunion avec un leitmotiv rassuré. Pierre Alain. Mon premier mot, et je vous le dis tranquillement, La Réunion c'est la France et nous sommes tous des Français. De Saint-Denis à Saint-Philippe, en passant par Saint-Pierre ou le port, c'est toujours le même message que Pierre Mauroy a voulu porter aux Réunionnais. Vous êtes Français et il faut marcher d'un même pas avec la métropole. Le changement doit venir ici aussi. Il est synonyme de solidarité nationale et de justice sociale. À chacune de ses allocutions, très applaudies, Pierre Mauroy a fait référence au président de la République, dénoncé, je cite, l'attitude colonialiste de l'opposition et son catalogue de revendications, et même la politique de son prédécesseur à Matignon, Raymond Barre, un enfant de l'île. La promenade en hélicoptère au-dessus des arbres flamboyants, des champs de canne à sucre et des coulées du volcan a ainsi pris la forme d'une véritable campagne en vue de l'élection du Conseil régional de La Réunion le 20 février. Pierre Mauroy était venu ici pour rassembler. La France de l'océan Indien ne lui a pas fait oublier la politique lorsqu'il s'est adressé aux élus de l'opposition, qui avaient d'ailleurs évité toute polémique. Mais sur cette terre de France, dans l'océan Indien,
il faut que passe aussi le souffle du progrès social, économique, politique et culturel, le souffle qui a caractérisé le changement en métropole. Permettez à la nouvelle citoyenneté d'éclore aussi sur votre île. Permettez aux citoyens de prendre en charge leur avenir. Permettez aux travailleurs de s'organiser et de s'émanciper. Quelques télégrammes en provenance de l'étranger, l'appel du président Reagan aux dirigeants polonais pour qu'ils prennent des mesures significatives de libération, en leur promettant qu'il est prêt à répondre, entre guillemets, de façon tout aussi significative. La première journée de la session d'automne du Conseil de l'Alliance Atlantique à Bruxelles, cohésion des participants, a dit Claude Chesson, le secrétaire d'État américain. George Shultz sera reçu, lui, à l'Élysée mardi par le chef de l'État. L'élection à Téhéran de l'Assemblée, qui sera chargée de désigner le successeur de Khomeini. Le guide de la révolution islamique a voté, lui aussi, ainsi que l'ayatollah Khomeini, le chef de l'État, mais pour l'heure, c'est toujours Khomeini qui reste bien à la tête de l'Iran, malgré un état de santé qui inquiète son entourage. Il a 84 ans. L'arrivée à Paris des derniers membres de la famille du poète cubain Armando Valadiares, qui souhaite maintenant obtenir la libération de ses compagnons de prison. Et puis cet horrible accident au Nicaragua, un hélicoptère des forces aériennes qui évacuait des enfants d'une région du nord du pays s'est écrasé au sol, provoquant la mort de 75 d'entre eux. Seuls 3 rescapés chez les enfants et 4 parmi les membres de l'équipage, tous sains et saufs. Mais l'hélicoptère qui tentait d'évacuer les 7 survivants a essuyé à son tour des coups de feu de la part d'exilés antigouvernementaux. Les affaires sociales avec tout d'abord la dégradation de la situation à l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois. On en parlait peu, mais les grèves se poursuivaient de manière sporadique et aujourd'hui, la direction lance un appel à la responsabilité des syndicats, surtout de la CGT, Alain Doubesky. Oui, malgré les chiffres encourageants de la production automobile française, des problèmes subsistent. Renault, en effet, par exemple, a perdu 1 milliard de francs au cours du premier semestre 1982. Chez Citroën, ça fonctionne mal également. À l'usine d'Aulnay-sous-Bois, d'après la direction, 80% des automobiles doivent être revus et contrôlés avant d'être vendables. Le personnel est accusé de pratiquer des arrêts de travail sporadiques qui désorganisent la production. La CGT, bien sûr, au contraire, accuse la direction d'utiliser des méthodes d'exploitation surannées. De toute façon, il y a bien d'autres sujets de perte. Ainsi, Citroën déclare qu'entre les mouvements sociaux, le blocage des prix, la 5e semaine de congés payés et les 39 heures, c'est un manque à gagner de 1 milliard de francs qui sera enregistré au cours de 1982. Cet après-midi, la direction de Citroën a lancé un appel à la responsabilité des syndicats, agitant même la menace d'une fermeture pure et simple de l'usine d'Aulnay, pourtant la plus moderne d'Europe. En fait, ce face-à-face dépasse largement les limites de l'usine. La direction laisse entendre que la CGT n'a pas d'autre but que d'affaiblir Citroën pour inciter le gouvernement à nationaliser là aussi. Bien sûr, la CGT s'en défend. Il est clair que le gouvernement, même sans entrer dans la question de la nationalisation, pourra difficilement laisser s'envenimer un tel conflit sans intervenir. Voilà, et j'ajoute au lendemain de la baisse de l'essence et du super, et de l'augmentation du fioul et du gazole, que les importations françaises de pétrole ont baissé de 15% au cours des 10 premiers mois de 82 par rapport à la période correspondante de l'année dernière. Enfin, le dollar, bien que le rapport ne soit pas direct avec la dernière baisse de l'essence, le dollar a progressé à nouveau aujourd'hui, 6 francs 93 à Paris aujourd'hui. Signature par la CGT aujourd'hui des accords sur la sortie du blocage tant à la RATP qu'à la SNCF. La SNCF dont on a appris qu'elle allait désormais exploiter le réseau ferré corse. Tout le monde ne le sait pas, mais les chemins de fer corse, qui ne sont pas très modernes, étaient jusqu'alors exploités par des compagnies privées. Une mise au point de la firme allemande Grundig. Nous n'avons pas de conversation actuellement avec d'autres sociétés que Thomson. Il n'y a pas pour nous de solution de rechange. Grundig qui envisage maintenant le montage de ces magnétoscopes en France. C'est une des conséquences de la fameuse bataille de Poitiers. Une importante escroquerie maintenant au centre de laquelle une entreprise assez connue, les Menuisiers de France, qui se retrouvent un petit peu partout en France. Déjà 7 personnes inculpées. Hervé Brosini, sur place, à Grenoble, au centre donc de cette affaire, nous raconte.
Il y a quelques minutes, le juge André Roger nous quittait sur cette phrase sibylline « Regardez l'importance de cette affaire et tirez-en les conclusions qui s'imposent quant à d'éventuelles nouvelles arrestations ». Façon de dire que le chiffre de 7 personnes inculpées, dont 5 sont écrouées, ne s'arrêtera peut-être pas là. Mais comment cette affaire a-t-elle pu commencer? Eh bien, grâce à ceci. C'est un carnet de traite. Et s'il est utilisé frauduleusement, il peut représenter plusieurs centaines de millions de francs. Une traite, c'est une sorte de chèque, mais à deux différences près. D'abord, elle permet, en la signant à celui qui achète par exemple des marchandises, de ne pas payer tout de suite, mais de différer le règlement d'une somme de 30, 60, voire 90 jours. Quant à celui qui doit être payé parce qu'il a fourni des marchandises, il peut s'adresser à sa banque sur le champ et recevoir l'argent qu'on lui doit, pourvu qu'il présente la traite en question. Naturellement, en échange de ce service, la banque perçoit une commission. Puis, à l'issue du délai, celui qui devait payer paye après les 30, 60 ou 90 jours. Cela, c'est le cas d'opération commerciale normale. Mais il arrive que celui qui doit payer n'ait pas l'argent pour cela. Alors il peut décider de faire appel à un ami qui va lui donner une traite. Et celui qui était dans le besoin va alors pouvoir aller à sa banque et donc recevoir le montant de la somme. Il aura alors la possibilité de combler le trou qu'il avait auparavant. C'est ce mécanisme de fuite en avant, appelé cavalerie, qu'ont utilisé entre elles les 9 sociétés qui composaient le GIE, créé en 1970, le GIE des menuisiers de France. C'est ici, au 25 rue de Lavoisier, que convergeaient les traites qui ont servi depuis 1974 à renflouer ces entreprises réparties sur l'ensemble du territoire. Lorsque le jeu de passe-passe s'est arrêté en 80, parce que l'une des 24 banques concernées a refusé les traites, il y en avait pour 107 millions de francs. De 1974 à 80, l'escroquerie aurait donc porté sur une somme voisine d'1 milliard de francs. Ceci explique peut-être qu'aucune banque n'ait encore porté plainte. Car il est vrai qu'entre 1974 et 80, les banques et ses légitimes ont perçu leur commission sur ce milliard de francs. Ainsi, parmi elles, la BNP, intéressée pour 5% dans cette affaire, qui déclare ne pas avoir eu assez d'éléments pour s'apercevoir de la fraude. Toujours est-il que les personnes inculpées risquent entre 1 et 5 ans d'emprisonnement. Quant aux quelques 700 salariés des 9 sociétés, c'est le problème le plus important, ils ont pu conserver leur emploi grâce à de nouvelles sociétés d'exploitation qui ont succédé aux anciennes. Autre escroquerie, celle des faux chômeurs de Marseille. 18 personnes sont actuellement inculpées. Le colloque du Conseil de l'Europe sur la vivisection, conclusion à Strasbourg du rapporteur général, eh bien l'interdiction de la vivisection n'est ni pour demain, ni pour après-demain. L'état de santé du greffe et du cœur aux États-Unis, Barney Clark, va mieux, et puis il a reçu un télégramme du président Reagan. Vous nous avez donné une grande leçon de foi, lui écrit le président américain. Le sport maintenant, par le biais des faits divers, la crise de l'AS Saint-Étienne, Michel Durafour et Lucien Neuwirth ont remboursé au club les sommes qui avaient été versées à leur comité de soutien par Roger Rocher quand il était président, lorsqu'ils ont su qu'elles provenaient de la caisse noire. Voilà donc les premiers chèques récupérés par le nouveau président des Verts, à un moment où la sérénité revient dans les propos de chacun, témoin l'état d'esprit de l'entraîneur Robert Herbin. Un reportage de Dominique Legloup. Fini les éclats de voix, les déclarations intempestives. Les AG sont terminés, place au dialogue. C'est dans une ambiance quasi religieuse qu'ils attendent ce premier face-à-face. Ils sont en effet tous là, les joueurs professionnels et les cadres techniques, rassemblés après l'entraînement du matin. Même Larios et Roussel, les 2 blessés, sont présents. Les joueurs ne cachent pas une certaine appréhension, une appréhension bien vite dissipée, il est vrai, par la cordialité manifestée par M. Paul Brécy. En une demi-heure, le nouveau président va en partie les rassurer. Je crois que la direction du club est consciente des difficultés qui se présentent à ce club. Monsieur Brécy m'a fait bonne impression, je le connaissais plutôt comme supporter puisqu'il a suivi l'équipe de Saint-Étienne lors des 2 déplacements en Coupe d'Europe. J'ai fait sa connaissance, ça me semble être un homme raisonnable. Est-ce que vous êtes prêt par exemple en tant qu'entraîneur à accepter une diminution partielle ou passagère du salaire pour le club? Personnellement, ça fait 25 ans que je suis au club et j'ai toujours travaillé pour que le club réussisse et s'il faut faire des sacrifices, pourquoi pas. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir maintenant travailler dans la sérénité, contrairement à ce qui s'est passé depuis le début de saison? C'est ma conviction. Et je pense que M. Brécy a réussi à convaincre le groupe des joueurs.
Dans le tirage au sort des des quarts de finale des Coupes d'Europe de football, Paris Saint-Germain tombe contre les Belges de Waterschei en quart de finale donc de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Vous voyez ici que le match le plus intéressant opposera l'Inter de Milan au Real de Madrid. Cette fois-ci, du côté de la Coupe des clubs champions, eh bien, match phare, Aston Villa, les Anglais, contre la Juventus de Turin. Enfin, en Coupe de l'UEFA, vous savez que Bordeaux n'en fait plus partie depuis hier, puis avant-hier. Valence contre Anderlecht, ce sera le match le plus remarqué, avec match aller le 2 mars, match retour le 16 mars. Enfin, un bien beau record quasi sportif, celui qu'ont établi les 2 cosmonautes soviétiques qui, après 212 jours dans l'espace, viennent il y a exactement 10 minutes de redescendre sur Terre et de toucher enfin le plancher des vaches. Georges Leclerc. Eh oui, la planète des singes, voilà bien un jeu de cosmonaute. Quand on passe plus de 7 mois enfermé dans un salyut en route pour les étoiles, on a bien le droit de se distraire un peu. Car les visites comme celle de Jean-Loup Chrétien que vous voyez ici, fin juin, premier cosmonaute français, ou encore de Svetlana Savitskaya, deuxième femme cosmique, fin août, ces visites ne sont pas seulement des distractions. Le travail, l'adaptation à l'espace, l'occupation permanente de ce 7e continent terrestre, voilà bien des buts civils et militaires des soviétiques. Lebediev et Berezovoy, de part et d'autre de cette première assemblée mixte spatiale, peuvent déjà dresser un bilan impressionnant. 3 exemples. Le premier cycle spatial dans l'agriculture, une graine a germé, donné une plante qui a grandi et fourni à son tour une autre graine. La séparation ultra pure de protéines, c'est l'ouverture des vaccins spatiaux. Enfin, la fabrication de 500 grammes de cristaux semi-conducteurs très performants, c'est le début des matériaux dans l'espace. Reste donc aux 2 cosmonautes qui viennent de se poser à se réhabituer à une activité toute simple, se tenir debout sur notre bonne vieille Terre. Oui, il faisait meilleur là-haut qu'en URSS. Le thermomètre est descendu à moins 58 degrés dans l'extrême nord du pays. Voilà pour les cosmonautes. Alors chez nous, Alain Gillot-Pétré. En France, mais cela dit, demain, giboulée, vent éclairci, un temps instable, très désagréable. Regardez-le ce temps sur la photo satellite de la météo nationale. Voilà, la zone de pluie qui a traversé extrêmement vite le pays en quelques heures se déplace très rapidement vers la Méditerranée. Elle y est d'ailleurs en ce moment. Et ici, regardez, toutes ces petites taches pommelées, ça paraît tout petit, mais n'oubliez pas que vous êtes à 36 000 km d'altitude. Ce sont des cumulonimbus. Qu'est-ce que ça donne ces cumulonimbus? Eh bien, ça donne sur notre carte ce que vous allez voir, c'est-à-dire des passages nuageux extrêmement abondants, accompagnés d'averses de pluie, de grêle ou de neige en montagne, de fortes rafales de vent, avec du Mistral et la tramontane sur la Méditerranée, de vents forts d'ouest-nord-ouest sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, et même à l'intérieur. J'ajoute à cela qu'il y a un fort danger de plaques à vent, autrement dit d'avalanche, sur les Alpes du Nord, à partir de 2000 mètres pour les 48 heures à venir. Donc si vous faites du ski hors piste, faites attention pour les 48 heures à venir dans les Alpes du Nord. J'ajoute à ce temps très instable, très maussade, avec où il y aura quand même quelques éclaircies, qu'en fin de journée arrivera donc demain soir une nouvelle perturbation accompagnée de pluie. C'est cette perturbation qui traversera le pays dimanche et ça donnera un très mauvais dimanche dans l'ensemble. Les températures, elles, seront encore en baisse, tout en restant au-dessus des normes saisonnières, minimum 5 degrés à Nancy, maximum 15 degrés à Bastia et à Nice. Une température quand même encore assez douce. Demain, samedi 11 décembre, 1 minute de soleil en moins, levé 8h35, couché 16h52, et c'est la Saint-Daniel, ne lui parlez pas des lions. Merci beaucoup mon cher Giboulet-Pétret. Puisque nous parlons du journal de 12h45, Lino Ventura, qui était notre invité aujourd'hui, a inauguré le nouveau centre Perce-Neige qu'il a installé à Sèvres, dans la banlieue parisienne. Demain donc le journal de 12h45, présenté par Noël Mamère en ce moment. À 22h50, Hervé Claude, qui vous rappellera les grands titres de la journée. La filière bulgare, c'est bien une confirmation. Sofia a annoncé l'arrestation d'un trafiquant turc mêlé à l'attentat contre le pape. Les problèmes de l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois, la direction veut mettre la CGT devant ses responsabilités. Enfin, le retour, il y a exactement un quart d'heure, des cosmonautes soviétiques après 30 semaines dans l'espace. Bonsoir à tous. Christine Ockrent, demain à 20h. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans une semaine. Au revoir.